Octobre 1969, Saint-Pétersbourg, Floride. Un homme de 47 ans est assis devant sa télévision. Il commence à vomir du sang. Sa mère est dans la pièce d'à côté. Il s'appelle Jack Kerouac et le monde entier croit qu'il est libre. Épisode Jack Kerouac, la liberté qu'il n'a pas vécue. Chapitre 1 Lowell. La prison qu'on ne voit pas est toujours la plus solide. Pour comprendre cet homme et ce sang, il faut remonter à Lowell. Il est né là, Massachusetts, le 12 mars 1922. Jean-Louis Lebris de Kerouac, fils de franco-canadiens transplantés en Nouvelle-Angleterre, dans une ville de filatures et de clochers où l'hiver dure 6 mois et où on prie fort pour que Dieu remarque l'effort. Il ne parle pas anglais avant l'âge de 6 ans, c'est en français qu'il apprend à nommer le monde, la neige de Lowell, l'usine où son père imprime des journaux locaux, l'église Saint-Jean-Baptiste où sa mère Gabrielle prie chaque matin avant l'aube, avant même que le soleil ait décidé de se lever. Ce livre, qui allait devenir la Bible de l'Amérique vagabonde, Jack Kerouac avait d'abord essayé de l'écrire en français, sa langue de naissance. 5 versions dans la langue de la mémère selon ses biographes, avant d'en trouver une sixième en anglais. La première grande douleur de Jack Kerouac n'a pas de route. Elle a un nom, Gérard. Gérard est son frère aîné. En 1926, Gérard a 9 ans et Jack en a 4. Gérard meurt d'une fièvre rhumatismale, lentement, douloureusement, au milieu d'une chambre que le petit Jack traverse à pas de loup chaque matin pour ne pas le réveiller. Les bonnes sœurs de Lowell viennent au chevet de l'enfant mourant et parlent de lui comme d'un saint. Elles voient des visions dans ses yeux et disent que Dieu l'a choisi. Jack a 4 ans. Et il comprend, avec la logique brutale des enfants, que c'est lui qui aurait dû mourir à la place de son frère. Cette culpabilité-là ne le quittera jamais. Elle sera le moteur secret de tout ce qu'il écrira, la douleur sous la prose, le courant froid sous le fleuve brillant. 30 ans plus tard, il consacre un roman entier à Gérard, Visions of Gérard. Il l'ouvre par ces mots. Dans le monde de la Lune, Gérard Kerouac mourut en l'an 1926, au mois de juin, d'une mort lente et sainte. Comme si nommer le mort suffisait à le faire revenir, comme si l'écriture pouvait réparer ce que la mort a arraché. Sa mère, Gabrielle, la mémère, elle est le centre de gravité de toute son existence. Quand son père, Léo, mourant d'un cancer à l'estomac, lui fait promettre de prendre soin d'elle, Jack dit oui sans hésiter. Il gardera cette promesse jusqu'au dernier jour, et cette promesse le clouera plus sûrement qu'une chaîne. Kerouac grandit entre deux langues et deux cultures, une pesanteur double que ni les routes ni les trains ne parviendront jamais à effacer. L'anglais de l'Amérique qui regarde devant elle et le français de Lowell qui n'en finit pas d'enterrer ses morts. En 1940, il décroche une bourse sportive à l'université Columbia pour jouer au football américain. Il a tout pour lui, beau, rapide, et les entraîneurs le remarquent dès la première pratique. Au deuxième match de sa première saison, il se brise la jambe. Des semaines allongées dans sa chambre, à regarder le plafond, à écouter le bruit de la ville par la fenêtre. C'est là qu'il commence vraiment à lire. Dans ce lit, une jambe dans le plâtre et Dostoïevski sur les genoux, il décide d'écrire. La route n'a pas commencé dans une voiture. Elle a commencé dans une chambre close, avec une jambe cassée et l'intuition que les mots pouvaient aller plus vite que lui. Et déjà au fond de tout ça, une question que Jack Kerouac portera jusqu'à sa mort. Est-ce qu'on peut s'inventer libre quand on est né coupable? C'est cette promesse-là, de ne jamais vraiment partir, de prendre soin de la mémère tout en restant lié à Lowell même en courant, qui le ramènera, des décennies plus tard, dans cet appartement de Floride, devant cette télévision. Chapitre 2 Le rouleau. 36 mètres de papier. Et en dessous, le papier d'un mort. On est en avril 1951. Jack Kerouac a 29 ans. Il loue un appartement à Chelsea, Manhattan, et pendant 3 semaines, du 2 au 22 avril, selon son journal, il ne sort pratiquement pas. Ce qu'il fait pendant ces 3 semaines va changer la littérature américaine. Pas seulement parce qu'il écrit sur la route, mais parce qu'il l'écrit comme rien ne s'était jamais écrit avant. Il scotche des feuilles, bout à bout, de grandes feuilles de papier japonais pour la calligraphie. Il les insère dans sa machine à écrire et il frappe. Sans s'arrêter, ou presque, sans chapitre ni paragraphe, dans un flux continu de conscience que les critiques appelleront plus tard la prose spontanée. Cette prose a une physique. Elle avance par souffle et par rafale. Pas de ponctuation pour s'arrêter, juste le mot après le mot, comme on parle quand on est vraiment vivant, quand on n'a pas le temps d'avoir peur. Il appelait ça le sketching, le portrait de jazz littéraire,
capter le réel avant que l'intelligence du style ne vienne l'abîmer. Corriger, c'était tuer la phrase. Ce que Kerouac a inventé, en scotchant ses feuilles, c'est l'idée que la littérature peut battre au rythme du cœur et pas au rythme de la grammaire. Selon le rouleau original exposé lors du 50e anniversaire de la publication, en 2007, le manuscrit atteint 125 000 mots et 36 mètres et demi de papier. Un seul paragraphe de 36 mètres et demi de long. Il dit qu'il tape à 100 mots à la minute, que les mots viennent comme le jazz, comme Miles Davis improvise sur un standard, comme Charlie Parker souffle sur un chorus, jusqu'à ce que les notes débordent du cadre et que le cadre lui-même disparaisse. Mais voilà ce qu'on ne raconte jamais. Ce papier japonais, il ne l'a pas acheté, il l'a récupéré dans l'appartement de Bill Canastra. Canastra était un avocat brillant et fêtard légendaire que tout New York connaissait, proche du cercle Beat. Quelques mois plus tôt, en octobre 1950, il avait glissé la tête par la fenêtre ouverte d'une rame de métro en marche pour faire rire la galerie. La rame avait démarré. Il était mort sur le coup, à 29 ans. Jack Kerouac a écrit l'hymne à la liberté américaine sur le papier d'un mort qui cherchait des applaudissements. Et le rouleau lui-même est une mise en scène. Ce n'était pas le premier jet sorti de nulle part. Selon les biographes, c'était la 6e version d'un récit que Kerouac portait depuis des années. Un manuscrit né dans la douleur d'une longue gestation silencieuse que lui seul voyait avancer. Entre les lignes de ce rouleau court, aussi une histoire que la légende range dans les angles morts. Kerouac avait rencontré Neal Cassady en 1946. Cassady, chauffeur fou et parleur intarissable, une force de la nature que rien n'arrêtait, avait tout de suite capturé son imagination. C'est à cause de Cassady, grâce à cette présence incandescente, que les routes et les voitures et l'Amérique traversée en pleine nuit avaient soudain un sens. Dean Moriarty dans le livre, c'est Neal Cassady. Kerouac lui avait envoyé une longue lettre flux de conscience et Cassady lui avait répondu sur des dizaines de pages d'une écriture trépidante, frénétique. Cette lettre que Kerouac appellera la plus belle chose qu'il ait jamais lue. C'est pour capter ce souffle-là, cette énergie brûlante qui ne s'arrêtait jamais, que Kerouac avait scotché ses feuilles bout à bout. Et ça donne ça, sur la page, une phrase qu'on reconnaît quand on a 20 ans et qu'on n'oublie plus. Nous étions ravis, nous réalisions que nous laissions la confusion et l'absurdité derrière nous pour accomplir notre seule et noble fonction du moment, bouger. Pas un roman, un état d'être. Après le rouleau d'avril, il faut encore 6 ans. 6 ans de refus éditoriaux, d'éditeurs qui réclament de la tenue et de la sagesse. Kerouac refuse de changer une virgule. Il attend et il doute, mais surtout il boit. Et pendant ces 6 ans, il écrit d'autres livres, Dr Sachs, Maggie Cassidy et d'autres encore, que personne ne veut publier non plus. L'homme qu'on présentera comme le symbole de l'immédiateté a attendu 6 ans pour exister aux yeux du monde. La spontanéité avait ses propres prisons. Chapitre 3. La nuit du 5 septembre. La célébrité est une promesse que les autres font à votre place. Le 5 septembre 1957, le New York Times publie une critique de Sur la route signée Gilbert Milstein. Ce n'est pas un article ordinaire, c'est une canonisation en direct. Milstein compare Kerouac à Hemingway et Thomas Wolfe, annonce qu'un grand romancier américain vient de naître. Ce soir-là, Jack Kerouac se couche inconnu. Le lendemain matin, il se réveille célèbre. Sa petite amie de l'époque, Joyce Johnson, romancière remarquable passée à la postérité dans l'ombre de Jack, dira plus tard cette phrase au monde entier. Jack went to bed obscure and woke up famous. Jack s'est couché obscur et s'est réveillé célèbre, en une nuit. Ce que personne ne dit, c'est l'effet que ça fait à un homme comme lui. Kerouac est timide, profondément, constitutionnellement timide. Il est capable d'écrire des centaines de pages sur la liberté et de transpirer dans un coin de soirée sans savoir quoi dire, bégayant légèrement, fuyant les regards. Joyce Johnson le décrit dans ses mémoires comme quelqu'un qui avait besoin de boire pour supporter d'être regardé. Et du jour au lendemain, tout le monde le regarde. Les jeunes se reconnaissent dans Sal Paradise, ce narrateur qui court après Dean Moriarty comme on court après quelque chose qu'on ne saura jamais nommer. Dans les amphithéâtres, on débat de sa syntaxe. Les journalistes sonnent à sa porte à n'importe quelle heure. Les photographes le traquent dans les rues de Greenwich Village. Et lui, il attendait la reconnaissance des pairs, le respect des grandes revues littéraires, la place que Thomas Wolfe avait occupée. Ce qu'il obtient à la place, c'est une icône de contre-culture qu'il ne reconnaît pas comme la sienne,
pour une liberté qu'il n'a jamais prêchée, brandie par une génération de rebelles qui n'ont rien lu d'autre que les 2 premières pages. Il dira plus tard: Je suis beat, pas beatnik. La nuance est abyssale. Le beat de Kerouac vient du latin beatus, le bienheureux, le mystique catholique, celui qui souffre vers la lumière. Rien à voir avec le beatnik des journaux, une posture et un gimmick pour fils de bourgeois en quête de scandale. Ce que Kerouac avait en tête était beaucoup plus mystique. Dans Les Clochards célestes, il écrit: Je voyais des millions de jeunes Américains avec leurs sacs à dos, montant dans les collines pour faire la paix avec eux-mêmes et trouver le silence. Il rêvait d'une révolution spirituelle, pas d'une révolution de rue. Il commence à boire vraiment, plus par plaisir, mais pour survivre à lui-même. Il faut de l'alcool pour monter sur scène, pour endosser le personnage que le monde a décidé qu'il était. Joyce Johnson le décrit rentrant de lecture publique épuisé, tremblant, la chemise trempée. Et pendant que le monde l'applaudit, la mémère attend dans son appartement. Elle attend qu'il revienne, qu'il se pose, qu'il arrête de courir. Il reviendra. Pas moyen d'en sortir. Chapitre 4. Nixon et la mémère. Comment l'homme qui a libéré une génération pouvait-il voter Nixon? Voilà, le fait que les adorateurs de Kerouac rangent généralement là où on met les choses qui dérangent. Jack Kerouac a voté républicain toute sa vie, ses parents votaient républicains, Jack aussi, de la même encre, sans jamais s'en expliquer. Il soutenait Richard Nixon et considérait William Buckley Jr., l'intellectuel conservateur de référence, l'anti-hippie par excellence, comme un ami et une boussole intellectuelle. Les hippies, il les traitait de communistes gâtés, d'ingrats antipatriotiques, avec une conviction qui n'avait rien de joué. Toute l'idée que sa liberté à lui, catholique, mystique, enracinée dans la culpabilité et dans la grâce, ait pu devenir le drapeau des campus en révolte et des love-in de San Francisco, lui était insupportable. Je suis une créature de l'Amérique profonde, disait-il. Mes ancêtres sont bretons, normands, iroquois peut-être, pas des gauchistes de Manhattan. Il y a quelque chose de profondément cohérent dans cette contradiction apparente. La liberté de Kerouac est une liberté catholique. Elle naît de la culpabilité et cherche la grâce à travers la souffrance. Elle n'a rien à voir avec la désinhibition collective des années 60. Pendant que les hippies brûlaient leurs cartes de conscription, Kerouac relisait Saint Jean de la Croix et la mémère lui préparait du café. Après son accident vasculaire cérébral, sa mère avait besoin de soins constants. Kerouac arrêtait tout pour s'installer avec elle, et elle, sans malveillance, éloignait les visiteurs qui lui semblaient trop agités, trop intellectuels à son goût. Allen Ginsberg se souvenait d'appels téléphoniques de Jack, voix pâteuse, qui lui disait qu'il travaillait, que tout allait bien, alors que Ginsberg entendait la télévision en fond et la voix de la mémère qui appelait depuis l'autre pièce. Et puis, il y a cette soirée du 3 septembre 1968. Buckley l'invite sur Firing Line, son émission de débat télévisé. Le sujet: les hippies. Les autres invités, un sociologue californien et Ed Sanders, poète activiste de la contre-culture. Kerouac arrive ivre, pas légèrement, pas discrètement, profondément ivre au sens clinique du terme. Persuadé qu'il passerait en tête-à-tête intellectuel avec Buckley, il découvre sur le plateau qu'il est flanqué de 2 inconnus, dont un représente exactement ce qu'il méprise. Il commence à interrompre, ricane quand le sociologue parle, dit à Buckley qui formule une longue question: « Get your question over with ». À un moment, il dérive, ses yeux se ferment, il s'assoupit quelques secondes en direct, sous les lumières du plateau, pendant que Buckley maintient le sourire. Puis il se réveille et murmure: « I've lost an entire train of thought ». J'ai perdu tout le fil de ma pensée. Ce n'était pas l'aveu d'un homme ivre, c'était l'aveu de quelqu'un qui avait perdu le fil depuis longtemps. En 1962, il avait déjà tout raconté dans Big Sur, la panique nocturne, les voix, la mer qui cogne sans relâche. Il écrit: « J'avais besoin de calme, et le monde ne m'offrait que du bruit. Même au fond des bois, le bruit venait de moi. » Le livre le plus honnête qu'il ait jamais signé, et le moins lu. À la sortie du studio, il essaie de frapper Ed Sanders. Plusieurs personnes s'interposent. Personne n'appelle la police. L'incident est étouffé. Neil Cassady avait les mêmes yeux que Dean Moriarty dans le livre. Cette flamme incandescente, cette incapacité à s'arrêter. Cassady, lui, avait rejoint les Merry Pranksters de Ken Kesey, conduisant leur bus psychédélique à travers l'Amérique. Il avait embrassé la contre-culture que Kerouac haïssait, et Cassady aussi, dans sa façon, ne s'était jamais arrêté.
Chapitre 5. Octobre 1969. Certaines fins ne ressemblent pas à des fins, elles ressemblent à un dimanche soir. Neil Cassady est mort le 4 février 1968. On l'a retrouvé inconscient le long de voies ferrées au Mexique après avoir mélangé barbiturique et alcool à une fête. Il avait marché seul dans la nuit froide, s'était couché sur les rails et n'avait plus jamais repris conscience. 41 ans. Dean Moriarty, l'âme du livre et le moteur de toute la route, mort couché sur des rails mexicains, dans le noir. Kerouac apprend la nouvelle et ne dit presque rien de public. Ses amis notent qu'il boit encore plus dans les semaines qui suivent. Il continue d'écrire et de vivre, mais de moins en moins des deux. Les lettres se raréfient, les appels téléphoniques aussi. Allen Ginsberg dira plus tard que la mort de Cassady avait brisé quelque chose d'irréparable en Jack. Le vrai Dean Moriarty était mort et le personnage lui avait survécu. Kerouac ne savait plus très bien lequel des deux continuerait à exister. Le 20 octobre 1969, Jack Kerouac est assis dans son salon de Saint-Pétersbourg. La mémère est dans la pièce à côté, la télévision allumée en fond. Il commence à se sentir mal, vomit du sang. On l'emmène à l'hôpital Saint-Anthony. Hémorragie interne, cirrhose au dernier stade. Les chirurgiens opèrent toute la nuit. À 5h15 du matin, le 21 octobre 1969, Jack Kerouac s'arrête. Dans un hôpital qu'il ne connaît pas, Cassady déjà mort. Personne autour pour comprendre ce qu'il avait voulu dire. La mémère quelque part dans les couloirs, attendant comme elle a toujours attendu. 47 ans, 2 ans après l'été de l'amour, presque 2 ans après la mort de Cassady. Nixon était président depuis moins d'1 an, élu avec les voix républicaines pour lesquelles Jack avait toujours voté en silence. À ses funérailles à Lowell, Allen Ginsberg pleure dans l'église, Gregory Corso à ses côtés. Ces hommes qui avaient partagé des années de nuit new-yorkaises avec lui l'enterrent à Edson Cemetery, dans la même Lowell où Gérard était mort 43 ans plus tôt. Il est revenu là où tout avait commencé, et ça ne s'est pas arrêté là. Bob Dylan a dit que Sur la route avait changé sa vie. Hunter Thompson a tapé le roman entier à la machine pour en sentir la phrase sous les doigts, et c'est là qu'est né le gonzo. Jim Morrison avait le rouleau sur sa table de nuit. Kerouac n'a pas libéré une génération, il en a libéré 10, sans jamais le voir, de l'autre côté du miroir, enfoncé dans son canapé de Floride. Il est mort persuadé d'avoir échoué. Alors voilà la question qui reste, celle que vous avez peut-être posée vous-même à 20 ans, avec ce livre sur votre table de nuit. Pourquoi est-ce qu'on le lit encore? Qu'est-ce que Sur la route continue d'envoyer de main en main, de génération en génération, comme un objet de contrebande qu'on glisse à quelqu'un en lui disant « ça, tu dois le lire ». Ce n'est pas parce que Kerouac a vécu libre, c'est précisément parce qu'il ne l'a pas fait. Il a écrit la liberté depuis la prison, inventé la route depuis le lit de sa mère, donné à une génération entière le courage de partir, lui qui n'avait jamais vraiment réussi à rester parti. Et c'est ça, le secret de Sur la route. Ce livre n'est pas un récit de voyage, c'est le témoignage d'un homme qui a su fabriquer, en 36 mètres de papier, la vie qu'il aurait voulu avoir. The only people for me are the mad ones, écrit-il dans les premières pages. Les seuls qui m'intéressent sont les fous, ceux qui sont fous à vivre et fous à être sauvés, qui veulent tout en même temps, qui brûlent d'une flamme que rien n'éteint, comme de fabuleux feux de Bengale jaune, explosant comme des araignées à travers les étoiles. Ils brûlaient, vraiment, jusqu'à la dernière goutte. Mais les feux de Bengale ne durent que quelques secondes. Et peut-être que c'est exactement pour ça qu'on ne l'oublie pas, parce qu'on a tous, quelque part, ce rouleau de 36 mètres qu'on n'a jamais déroulé, cette vie qu'on a écrite dans sa tête, la nuit, en pensant que demain on partirait enfin. Jack Kerouac n'est pas le père de nos libertés, il est le témoin de nos renoncements, et c'est beaucoup plus beau. Vous écoutiez Jack Kerouac, La liberté qu'il n'a pas vécue. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a Sur la route quelque part dans ses affaires.